La Renaissance Disney, c'était plein de belles histoires, de personnages mémorables et de méchants cultes, plein de I Want Song et de bandes originales qui sont encore chantées aujourd'hui. Malheureusement, comme le disait Nelly Furtado, toutes les bonnes choses ont une fin. Non, je sais pas non plus pourquoi j'ai pensé à Nelly Furtado, mais tout ça pour dire qu'on arrive au bout de la Renaissance. Heureusement, il nous reste encore un gros morceau avant de dire au revoir aux années 90. Enfin, techniquement, le prochain classique qu'on va aborder est sorti en décembre 99. Mais bon, vous avez compris l'idée. Histoire de garder les bonnes habitudes, Tarzan est adapté de bouquins, écrits par Edgar Rice Burroughs, d'abord publiés dans des magazines en 1912, puis sous la forme de romans en 1914, suivi par pas moins de 23 suites officielles, et d'innombrables suites ou réappropriations de l'idée, plus ou moins officielles, et dans le lot, énormément de films, le premier en 1918, et le dernier en date en 2016, avec Alexander Skarsgård en Tarzan et Margot Robbie en Jane. Mais la version ciné la plus connue reste celle du nageur olympique Johnny Weissmuller, qui sera à l'affiche de 12 films Tarzan dans les années 30 et 40. Mais on le sait tous, le meilleur film Tarzan en live action, c'est ça. Avant de se plonger dans ce dernier classique de la Renaissance, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant, partageant et en commentant, ou si vous pouvez vous le permettre, avec un petit don sur Tipeee, le lien est dans la description. Pour son scénario, Disney a décidé de se baser principalement sur le premier livre, tout en prenant quelques libertés évidemment, et petite anecdote qui fera plaisir aux Français qui regardent cette vidéo, et si j'en crois mes stats, vous êtes plus de 70%, vraiment c'est se compliquer la vie, c'est fou, c'est quand même beaucoup plus simple, 70 et 90 quoi. Ce que je veux dire, c'est que Tarzan a été animé en France, dans les studios de Paris. Alors pas tout le film, hein, mais au moins le personnage de Tarzan. Glenn Keane, son animateur principal, a décidé de faire tout le boulot en France pour une raison assez logique. L'art européen a beaucoup plus travaillé les corps nus, et les dessinateurs de Paris étaient donc plus qualifiés pour s'attaquer à un mec qui passe 90% du film en slip. Oui, j'ai dit 90, bon, j'ai fait l'effort une fois, c'est déjà pas mal. Keane est donc venu s'installer à Paris pendant la production, et il sera très inspiré par les différentes statues de la capitale. Du coup, toutes les scènes qu'il partage avec Jane, qui a été, elle, animée en Californie, ont été rassemblées à la fin. Il y a encore d'autres détails intéressants dans la production, mais bon, on en parlera pendant ou après le film. On y va, c'est parti pour le dernier classique de la Renaissance. Le film débute directement dans le chaos. Une famille fouille un navire en flammes, me demandez pas pourquoi ils ont attendu vraiment le dernier moment, et termine sur une plage bordée par une jungle très épaisse. C'est clairement pas ici qu'ils vont trouver de la civilisation, alors plutôt que d'attendre qu'on vienne les chercher, ils font de ce lieu leur nouveau chez eux. Avec une putain de maison dans les arbres, le tout à une vitesse record parce que le gamin n'a pas l'air d'avoir beaucoup grandi. Plus à l'intérieur des terres, on rencontre aussi une famille de gorilles, eux aussi avec leurs petits. Ah, ils ont le même âge, je suis sûr qu'ils vont être super copains avec Tarzan. Pour être 100% honnête, j'avais complètement oublié que la famille avait aussi un bébé. Et encore plus que ce bébé allait servir de snack à sa bord. Il n'y a pas encore eu un seul dialogue et il y a déjà un bébé singe qui s'est fait bouffer. Ah, Disney, ce royaume merveilleux. Si le petit gorille était le snack, le plat principal c'est les parents de Tarzan, qui ne s'appellent d'ailleurs pas encore Tarzan. Dans les bouquins, il s'appelait d'ailleurs John Clayton, ce que vous saviez peut-être pas, comme le méchant de ce film, ce que vous saviez. La pauvre mère, Kala, se promène toute triste et entend, de très très loin, le pauvre gamin pleurer tout seul en haut de son arbre. Elle le trouve dans une pièce dévastée. Les meubles sont renversés, il y a des trous un peu partout parce qu'ils ont essayé de se défendre contre le léopard, les bruits de coups de feu semblent encore résonner, mais malheureusement, ils n'ont pas survécu. Tarzan, tel un petit Harry Potter de la jungle, attend dans son berceau alors que ses parents viennent de se faire massacrer. Kala se dit qu'elle peut pas le laisser là, surtout que Sabor est encore dans les parages. Elle défend le petit Tarzan comme elle aurait aimé défendre le sien. Un Tarzan qui s'amuse d'ailleurs comme un fou, c'est un parc d'attractions, le truc pour lui, il est mort de rire. Et le ramène chez elle, où tout le monde se demande qu'est-ce que c'est que ce petit truc sans poils, mais surtout où elle se prend un grand stop de son mec, le chef, Kerjak. Kala, il ne remplacera pas celui que nous avons perdu. Ah oui, il a la délicatesse d'un gorille dans un magasin de porcelaine. Quelques années plus tard, Tarzan n'a toujours pas de poils et peine à trouver sa place parmi les jeunes gorilles, et encore plus dans le cœur du mâle dominant. Apparemment, plus ou moins à ce moment-là, il part longuement en quête de lui-même et rencontre le Zougor, mais on parlera plus tard du Zougor. Dans ce film-ci, son évolution est assez rapide. Il crée son petit groupe de potes avec Toc, qui est en gros Muriel Robin avec des poils, et Tantor, un éléphant parano. Puis, comme dans Le Roi Lion, on grandit sur un petit montage avec une musique cool. Il est maintenant un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui a fait de la jungle son terrain de jeu, ayant maîtrisé un peu tout et tout le monde. Pas exactement tout le monde. Ah voilà, maintenant c'est mieux.
Il y a un détail que j'adore dans cette scène, c'est qu'à ce moment-là, quand il pense avoir vu quelque chose, mais Sabor est déjà là, tapis dans la végétation. Et franchement, je pense que je l'avais pas remarqué jusqu'à ce que je bosse sur cet épisode. Il a tué Sabor, plus ou moins sauvé Kerchak, qui ne le remercie pas, faut pas rêver, et il pousse son cri iconique qui, pour l'anecdote, aurait été poussé par le doubleur VO de Clayton, Brian Blest, qui, en plus d'être acteur, est aussi explorateur et alpiniste. C'était globalement le gars parfait pour incarner Clayton. Et à propos de Clayton, à peine sont-ils débarrassés d'un prédateur que le plus grand prédateur de la planète débarque. Le même que dans Bambi. Il y avait Clayton dans Bambi? Mais non, l'homme. Un groupe vient d'arriver pour apparemment peu de temps, et sont là pour observer et étudier les gorilles. Sauf lui là avec son flingue, je pense qu'il a surtout l'intention de rajouter un trophée à sa collection. Jane joue directement son rôle de damoiselle en détresse, et après avoir été sauvée par Tarzan, le film nous offre l'une de ses scènes les plus mémorables. La première rencontre entre Tarzan et Jane. On pourrait presque la comparer à celle entre John Smith et Pocahontas, dans son utilisation du silence et des expressions, même si celle-ci tourne très rapidement à la comédie. Et elles sont aussi similaires parce qu'elles ont plus ou moins le même défaut. Bon oui d'accord, dans Pocahontas, il y avait la magie de l'amour qui permettait tout à coup à la jeune fille de parler et comprendre l'anglais, mais ici c'est pas mal non plus. Ok, vous êtes prêts? Comment est-ce que Tarzan peut dire à Jane qu'il s'appelle Tarzan? On nous montre depuis le début qu'il est très fort en imitation. Il sait faire l'éléphant et bien sûr le gorille, mais comment est-ce qu'il est capable d'énoncer en langage humain un nom qui lui a été donné en gorille? Est-ce que je me pose trop de questions? Certainement. Passé ce petit détail dont, en vrai, on se fout pas mal, je trouve la scène très réussie. Elle est touchante, quand Tarzan réalise qu'il n'est pas seul, qu'il y a d'autres gens comme lui, mais elle est aussi très drôle dans les réactions de Jane, Non, arrêtez, arrête, dégage! ou dans les premiers mots de Tarzan qui répètent tout ce que Jane dit. Ça m'a à chaque fois. Ce qui me tue peut-être le plus, c'est quand Tarzan fait taire Jane dès qu'elle commence à parler. Il vient enfin de rencontrer une femme, une autre personne de son espèce, et elle le saoule déjà. Peut-être que Tarzan est un gros mascu toxique qui pense que les femmes devraient fermer leur gueule et rester à la cuisine. On sait pas. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Après un petit interlude musical plutôt très oubliable à base de beaucoup de percussions et de doubidou dabada, les gorilles rencontrent Jane. Ça semble bien parti jusqu'à ce que Kerchak vienne niquer l'ambiance. Mais il en faut plus pour calmer Jane qui raconte tout son périple. J'ai été sauvée par un beau sauvage volant à demi nu. 2 minutes, sapristi. Ah bah apparemment il a fait son petit effet le Tarzan là. Et il a marché? Comme ça? Oh, je vois, comme tante Isabelle. Mais elle a rien demandé, tante Isabelle, laissez-la marcher comme elle veut. Enfin. Putain, cette balle perdue quoi. N'écoutant absolument pas ce que Kerchak lui a demandé, c'est-à-dire rester loin des humains pour la sécurité des gorilles, Tarzan retourne au camp presque immédiatement, rencontre Clayton et le père de Jane, et son apprentissage peut commencer. Encore une fois avec un montage et de la musique, histoire que ça aille vite. Dans des scènes, on en avait parlé à l'époque, qui rappellent le live-action du Livre de la Jungle, sorti en 94. Ce qui est finalement assez logique puisque c'est l'œuvre de Kipling qui a inspiré Tarzan, entre autres. Un montage qui permet aussi de montrer le rapprochement entre Tarzan et Jane, mais c'est un peu tard parce que le bateau vient de revenir. C'est le moment ou jamais d'aller voir les gorilles, et pour arriver à ses fins, Clayton a un plan. Puisque Tarzan veut que Jane reste, il lui fait croire que si elle voit des gorilles, ça pourrait la persuader à ne pas rentrer en Angleterre. Ça fonctionne au début, puis... ça tourne mal, évidemment, ça tourne toujours mal. Kerchak, qui avait été éloigné par Tok et Tantor, revient. Ça se bagarre, et Tarzan est encore une fois accusé d'avoir mis sa famille en danger. Et c'est là que Kala se dit qu'il serait peut-être temps de lui montrer d'où il vient. Bon, déjà tu vas me dire que Tarzan n'est jamais tombé dessus? Et puis aussi, bravo aux parents, parce que 20 ans plus tard, le truc il tient encore, hein. Encore une superbe scène à mettre à l'actif du film, avec une reprise sans parole de Toujours dans mon cœur, qui colle des frissons, où Tarzan comprend que sa place pourrait être parmi les hommes. Et cette transition de sa vraie mère à sa mère adoptive, c'est si simple mais c'est si efficace quoi. Il était entré en ayant encore des manières de gorille, mais sort comme un homme, avec les vêtements de son père, et il est prêt à partir avec Jane vers l'Angleterre. Quel que soit l'endroit où j'irai, tu seras toujours ma maman. Ok, là on pleure. Il part sans dire au revoir à Tok et Tantor, ce qu'ils prennent ma foi très bien. Bon débarras, tant mieux, qui te regrettera? Vas-y, tire-toi d'ici, pas de poil! Sauf que c'était un piège! Clayton et ses hommes les enferment et partent pour choper quelques spécimens, parce que bien sûr, un gorille ça vaut de l'argent. Ah, Disney qui critique le capitalisme, c'est toujours marrant. Mais heureusement, Tok et Tantor sont là pour les libérer et... Alors je veux bien tout ce que vous voulez, mais ça, c'est n'importe quoi,
Et vous me ferez pas croire qu'un éléphant a su monter sur ce bateau. Ils arrivent à temps pour les sauver, mais dans tout ce bordel, Kerchak prend une balle qui était destinée à Tarzan. Tarzan le venge en s'attaquant directement à Clayton qui finit... comme ça. On peut pas dire que Clayton soit le méchant le plus mémorable de la Renaissance. C'est un peu un Gaston mixé avec un Radcliffe, mais sa mort, ce plan, cet éclair, cette ombre, c'est de ça dont tout le monde se souvient. Et c'est, je trouve, vachement osé pour un film pour enfants. Au final, Tarzan aura prouvé qu'il avait plus d'humanité que Clayton. Un peu comme dans le final de La Belle et la Bête en fait. D'abord en l'épargnant, puis en voulant même l'empêcher de se pendre alors qu'il commence à couper trop de lianes. Avec le petit détail qui passe bien, ce moment-là, où Tarzan imite le bruit d'un coup de feu pour bien faire flipper Clayton. Kerchak, dans son dernier souffle, l'accepte comme son fils et lui dit de veiller sur sa famille. Tarzan ne doute plus de qui il est, ni humain ni gorille, il est lui-même, et va rester parmi les siens. Jane et son père décident finalement de rester, ce qui va malheureusement amener à une suite horrible, réunissant deux mondes en une seule famille. Ça sonne bien, ça, deux mondes, une seule famille. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Et c'est fini. Et je pense que au plus je revois ce film, au plus je l'aime. Je l'ai vu et revu quand j'étais gamin. Il doit être dans le top 3 des classiques que j'ai le plus vu avec Le Roi Lion et Hercule, mais là, ça faisait longtemps que je l'avais plus rematé. Et quel kiff du début à la fin, c'est fou. L'histoire est touchante sans trop virer dans le pathos inutile, la romance ne prend pas trop de place, il y a une bonne dose d'action, et puis visuellement, il repousse encore une fois les limites. Toutes ces scènes de Tarzan dans les arbres, inspirées par les mouvements des skateurs, n'auraient jamais pu être faites dans les films précédents. Parce qu'il fait littéralement des trucs qui défient les lois de la physique. Mais même au niveau de la mise en scène, il a fallu développer une nouvelle façon de créer de l'image, avec le Deep Canvas, qui part d'une base en 3D peinte digitalement, dans laquelle la caméra peut se déplacer librement, et donc suivre facilement les mouvements rapides de Tarzan. Et ça donne super bien. On voit la différence entre Tarzan en 2D et les décors en 3D, mais la peinture digitale réussit à rendre cette différence minime. Et une fois qu'on est pris dans le feu de l'action, on n'y fait même plus gaffe en fait. Et je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, je vois pas trop de quoi d'autre on pourrait parler. Ah si, vous savez qu'il y a Lily Collins dans le film? Ouais, Lily Collins qu'on verra plus tard dans Emily in Paris par exemple, elle fait une voix additionnelle, 10 ans avant n'importe lequel de ses autres rôles. C'est bizarre non? Attends, c'est peut-être parce que c'est la fille de Phil Collins? Bah ouais, vous pensiez vraiment que j'allais pas parler de la musique? Parler de Tarzan sans mentionner le travail de Phil Collins, c'est comme parler de Tarantino sans parler de pieds. T'es sûr de ta comparaison là? Tout ça pour dire que, comme les pieds, c'est la musique et les chansons qui font avancer le film. Ce que tu dis n'a aucun sens. Quand on pense à Tarzan, on a directement « Je veux savoir »,« Enfant de l'homme » ou « Entre deux mondes » qui reviennent en tête. Et putain, c'est que des excellentes chansons. Même le petit passage inutile où les gorilles et Tantor font de la musique au camp, c'est du pur Phil Collins. Tout le film est porté par des percussions, et quand il commence à chanter, c'est les émotions, à chaque fois. Même si on sent qu'il comprend pas toujours tout ce qu'il chante, et nous non plus. Attention, j'ai grandi avec les chansons en français et je les aime beaucoup, mais faut avouer que parfois c'est compliqué. Genre là, vous comprenez ce qu'il dit? Non, je déconne, ça c'était en allemand. Parce que ouais, en plus de la version originale et de la version française, le filou a chanté les chansons du film en espagnol, italien et allemand. Vraiment, il s'est dit, c'est mes chansons, c'est moi qui les chante. C'est tout. Collins a été sur le projet très tôt, dans le développement du film, puisque les réalisateurs, dont Kevin Lima, qui a aussi réalisé Dingo et Max dont on vient de parler, ne voulaient pas que Tarzan chante. Pour eux, ça n'avait pas de sens qu'un mec en slip qui se balade dans les arbres commence à chanter. Bon après, je suis pas sûr que ce soit pire qu'un lion ou qu'un phacochère, mais quand on voit le résultat final, on peut pas trop lui donner tort. Des chansons qui ajoutent un vrai degré émotionnel, même si parfois elles surlignent un peu un message qui aurait déjà été très clair seulement avec les images, comme Deux mondes ou Je veux savoir, mais on va pas bouder notre plaisir. J'ai toutes ces chansons en tête depuis une semaine et j'ai passé une super semaine. Pas comme quand c'était SOS Société quoi. Envie de crever. Mais vu qu'apparemment parler uniquement d'un bon film c'est pas possible, puisque Disney est incapable de faire des suites correctes, parlons de sa première suite, qui n'est pas Tarzan 2. Déjà, c'est même pas le 2, ça se passe au milieu du premier film. Bref, la première suite à être sortie en vidéo, au début des années 2000, c'est La légende de Tarzan et Jane.
C'est bien simple, je pense que personne, s'il aime un minimum le premier Tarzan, ne peut apprécier cette chose. Ah, attendez. Non. Mais tu détestes Tarzan, alors? Tu veux en parler? Ah bah ouais, vas-y, bonne chance pour défendre ce truc, hein. Bon, ça va pas être évident à défendre, mais faut préciser qu'il y a quand même du bon. Et j'adore Tarzan. Alors ça, c'est intéressant. Par curiosité, t'as déjà enchaîné les deux films? Alors oui, évidemment, faut pas le regarder juste après Tarzan, parce que c'est dégueulasse. C'est violent même. Ah voilà, au moins on est d'accord. C'est vraiment très très laid. Genre Bossu de Notre-Dame 2 laid, quoi. Pas comme Tarzan 2. Qui n'est pas le 2 d'ailleurs. Mais oui, c'est ça, aussi moche que le Bossu de Notre-Dame 2 ou encore La Belle et la Bête 2, mais là n'est pas le sujet. Non, on va éviter de rouvrir dans une plaie, hein. Donc, pour être plus objectif sur la qualité visuelle de l'œuvre, oui, c'est moche en comparaison d'un grand classique Disney, mais La Légende de Tarzan et Jane est en réalité une compilation de 3 épisodes de la série La Légende de Tarzan. Sûrement pour mettre en avant la série. Bon, on a droit à un fil rouge fait pour relier les 3 épisodes, où Jane souhaite organiser une fête surprise à Tarzan pour leur anniversaire de mariage. Seulement, je sais pas comment ils ont fait, mais ce sont les parties les plus moches. La série est plus jolie et surtout mieux animée à côté. Mais c'est mieux que Tarzan 2. Je vais te laisser finir, vas-y, développe. Oui, tu vas voir. Je m'explique. Déjà, Tarzan 2 n'a aucun intérêt scénaristiquement. Le fait qu'il se sente rejeté par les gorilles est déjà exploité dans le premier film, et de bien meilleure façon d'ailleurs. Alors que la vie de Jane et de son père dans la jungle avec Tarzan, ça c'est intéressant. Tout comme voir Tarzan avoir une vie de couple alors que c'est un cruel homme sauvage. Nous allons te protéger contre ce cruel homme sauvage. C'est pas forcément utile et peut-être qu'il vaut mieux ne pas savoir, mais ça reste moins osef que Tarzan 2. Sans vouloir faire d'acharnement bien sûr. Par contre, ce que j'enlève pas à Tarzan 2, c'est qu'il est plus joli que la série et La Légende de Tarzan et Jane. Mais à quoi bon si c'est vide de sens? Mais bref, j'abuse encore. Pour revenir au point fort de ce film / compilation, on retrouve l'humour du professeur. Oh non, irrationnel. Ou peut-être Mais quoi, père? Tarzan et Un espion? tout concorde, hein? Son invraisemblable passé, je veux dire, élevé par des singes, soi-disant. Tarzan! Ou qui que tu sois, en réalité. Que tout ça, c'est bien logique. Qu'importe, du moment que ça marche. Tantor aussi est toujours aussi drôle. Oui, je m'en souviens, j'ai une ou 2 images très précises qui me reviennent. C'est pas à toi que j'ai posé la question, c'est à Jane. Tu as raison, autant pour moi, je ne t'interromprai plus. Finalement, justice a été rendue. La justice de la jungle. On y retrouve même une blague similaire au premier film. Pour chercher des... Diamant. C'est quoi des... diamants? Un gorille. Un gorille. Ah bah oui, original. Et en même temps, ça a du sens. Tarzan ne connaît pas ces choses-là. Donc qu'ils réagissent de la même manière, ça paraît normal. Bon, ils font plus trop gaffe aux incohérences avec les compréhensions entre animaux et humains. Oui, à la fin du grand classique, Tarzan apprenait à Jane et à son père à parler la langue des gorilles et des éléphants. Oui, Tarzan a toujours été capable de parler avec tous les animaux. Mais là, Toc et Tantor ne sont pas censés comprendre l'humain. Donc là, c'est plutôt étrange. Étonné de me voir. Plus que jamais. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai manqué? Les tout premiers instants d'un très passionnant trio amoureux. Oh, intéressant. Bon, et les musiques de ce film ne valent pas non plus l'original. Même si on a une nouvelle version de Deux Mondes, avec toujours Phil Collins, mais aussi la nouvelle voix de Jane, et c'est moins bien quoi. L'animation, les arrangements de la musique, le timing... Laisse ton cœur et le destin guider ses vies, guider toutes ses vies. Et ne parlons pas de la dernière musique. Ben là, Phil, il manque vraiment. C'est l'océan de la vie qui fait battre mon cœur. Oui, c'est pas catastrophique non plus, hein. Donc, pour résumer, je trouve que ça passe. Alors que Tarzan 2 est chiant. Alors, je peux malheureusement pas complètement te donner tort. Cela dit, j'aimais beaucoup Tarzan 2 quand j'étais gamin, même si c'était pas le 2. On retrouve Tarzan quand il est jeune, une partie qui passe très rapidement dans l'original, ça permet de développer son amitié avec Toc et Tantor. Il y a plein de petites scènes bien marrantes. Enfin ça, c'était ce dont je me souvenais, parce qu'en réalité, ça c'est genre 30% du film. Parce que, comme tu dis, le film décide de se concentrer sur un détail du premier film, alors que nous, spectateurs, savons très bien comment ça va finir. Il n'y a jamais aucun suspense,
et même pas un développement de personnage vraiment supérieur à ce qu'on a dans le film principal. Alors qu'en vrai, il pose une question hyper importante. Tarzan sait qu'il n'est pas comme les autres gorilles. Il part en quête de lui-même, ça fait intrinsèquement partie du personnage, de se questionner sur sa place, mais le film n'en fait pas grand-chose. Il ne réussit pas à rendre ses enjeux aussi grands qu'il ne le devrait, encore une fois parce qu'on sait tous qu'il va retrouver sa tribu, sain et sauf, et que tous les personnages introduits dans ce Tarzan 1,5 ne serviront pas à grand-chose dans la grande histoire du gamin. Mais le vrai problème du film, et ça je m'en étais pas du tout rendu compte quand j'étais jeune, c'est... Vas-y, dis-le. Tarzan 2 est chiant. C'est putain de chiant. Vu qu'on sait qu'il ne va rien lui arriver qui va drastiquement changer sa vie, on se fout plus ou moins de tout ce qui lui arrive. Et c'est pas la famille de dégénérés ou son vieux pote Zugor qui vont sauver la mise. Vraiment, j'en avais de super souvenirs, et quand tu m'as dit que tu le trouvais pire que Tarzan et Jane, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Parce que dans ma tête, c'était l'une des meilleures suites direct ou DVD. Même si c'est pas une suite. Attention, on n'est clairement pas sur du Mulan 2 niveau scénario, ni sur le Bossu de Notre-Dame 2 niveau visuel. C'est pas aussi éblouissant que sur le premier, évidemment, mais c'est loin d'être honteux. Aujourd'hui, je le mettrai plus dans les meilleurs, c'est sûr, mais à choisir, je préfère encore largement ce film chiant, mais mignon, à l'abomination qu'est Tarzan et Jane, faut pas déconner. Là, on n'est pas d'accord. Ok, on sera pas complètement d'accord, mais on peut au moins se rejoindre sur un truc. Le premier film est excellent. Là, on est putain de d'accord. Parce que je l'ai pas encore dit, mais Tarzan est mon premier film au cinéma et mon premier Disney. Donc il a forcément une place importante dans mon cœur. Et le revoir, c'était beaucoup d'émotions. Et ne parlons pas dès que Phil Collins chante. Là, mes joues deviennent étrangement humides. L'animation est aujourd'hui encore splendide. Le film est vraiment magnifique visuellement. Et je crois que j'ai bien plus apprécié ce dernier visionnage où, enfin, j'ai été touché par la relation entre Tarzan et Kerchak. Chose que je comprenais pas tellement enfant. Seule la mort de leur fils avec Kala me rendait triste, et un peu celle des parents. Pas ultra émotif comme enfant. Aujourd'hui, je vois toute la beauté de certaines scènes, et j'avais totalement éclipsé de mon esprit qu'on voyait le cadavre des parents. Le plan est assez discret, mais on le montre quand même. Et j'adore les apparitions de Sabor. D'abord la queue qui passe pas loin de Kala, puis très beau plan sur le léopard qui attaque la femelle gorille. Et ne parlons pas de sa dernière apparition, où on l'aperçoit très subtilement dans les feuillages, pour que finalement, il saute sur Tarzan. Enfin bref... Je pourrais faire tous les plans du film tellement il y a des trucs à dire. Je réalisais pas non plus enfant que le professeur était si ouvert. Oh, devrais-je te laisser seul avec le tableau pour un petit moment? Père, arrêtez. Ou quand Kala craque quand elle voit Tarzan avec le costume de son père. Et j'avais aussi totalement oublié que Clayton mourait et à quel point la scène est intéressante. Quand j'étais gamin, j'aimais pas trop quand Tarzan grandissait. Je le préférais largement petit. Alors qu'aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Enfin, pour être plus précis, aujourd'hui, j'apprécie la moindre seconde du film, qui pour moi est un chef-d'œuvre, et je suis très content d'avoir pu en parler. Ah bah merci à toi d'être venu en parler surtout, même si t'as des goûts bizarres par rapport aux suites, mais... Pas grave, c'est pas grave. Perso, rapidement, je trouve que ce Tarzan et Jane a autant d'intérêt que La Belle et la Bête 3, c'est-à-dire pas beaucoup, mais j'en garde surtout un souvenir horrible parce qu'à l'époque où je l'ai découvert, je ne savais rien du film. Et je m'attendais à une vraie suite de l'un de mes classiques préférés. Autant vous dire que quand j'ai vu la gueule que ça avait, j'ai pleuré du sang. Mais le principal, c'est d'avoir pu parler du dernier film de la Renaissance, qui reste encore aujourd'hui excellent, et mérite pour moi un bon 16 sur 20. Merci à Mathieu de Vivera d'être venu parler du film. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez de la chance, parce que ça veut dire que vous avez plein de super vidéos à rattraper, et vous retrouverez sa chaîne en description de la vidéo. Nous on se retrouve exceptionnellement lundi pour la vidéo d'actu, on va parler entre autres de Vermine et de Godzilla Minus One, et vendredi prochain on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais en tout cas, on n'en a pas encore totalement fini avec la Renaissance Disney. Ciao!